C'est pas sur mes 22 minutes, mais je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à venir parler. I acknowledge the traditional owners of the land I'm standing on today. The Natural Way of Things met en scène 10 très jeunes femmes, girls, qui se réveillent un matin, enfermées dans une ancienne station d'élevage, transformée en pénitencier, au milieu du désert australien, au milieu de nulle part, du moins, c'est ce que le monde dont elles sont originaires les exhorte à croire. Tentant d'abord de comprendre comment elles se sont retrouvées dans cet endroit, certaines se persuadent d'avoir été sélectionnées pour un jeu de télé-réalité, alors que d'autres pensent avoir été envoyées dans une institution psychiatrique. Elles se reconnaissent mutuellement assez rapidement, d'après les articles de la presse à sensation, les reliant toutes à des scandales sexuels. Elles prennent alors conscience qu'elles ont été envoyées dans ce bagne des temps modernes pour y être punies. 3 geôliers, 2 hommes et une autre très jeune femme ont été embauchés pour les surveiller et leur rappeler au quotidien ce qu'elles sont. Oh sweetie, you need to know what you are. Aux commandes de cette structure, qui rappelle à n'en point douter la Hay Institution for Girls de la Nouvelle-Galles du Sud, apparaît Hardings International, compagnie au nom ô combien évocateur, qui se pose comme la gardienne des mœurs que ces jeunes femmes sont accusées d'avoir violées. The Natural Way of Things expose avant tout le tissu patriarcal dont l'Australie et plus largement la société occidentale sont faits. Dans ce monde autoproclamé moderne, les femmes, depuis leur plus jeune âge, peuvent accepter leur appartenance au sexe supposé faible et embrasser leur position d'être inférieure, ou rejeter la nature des choses au risque de leur intégrité physique, voire de leur vie. Sans chercher à offrir de réponse à ce qu'ils présentent comme un fonctionnement ancestral, le texte de Charlotte Wood s'interroge plus précisément sur la haine que provoque le corps féminin. Il situe l'origine de ce sentiment dans les forces morbides qui animent les voix hégémoniques de la nation, majorité qui a fait le choix de mépriser le sens commun en faveur d'une fiction lui permettant d'oublier l'abject, au sens où l'entend Julia Kristeva dans Pouvoir de l'horreur, dont l'être humain est fait, et dont la femme apparaît comme la source originelle. Au-delà de son discours féministe, The Natural Way of Things apporte alors un éclairage sur les autres minorités, individualités résistantes qui forcent les voix hégémoniques de la nation de se rappeler leur abjection. Relégués au banc de la société, ces autres, étrangers à la majorité, sont faits de réfugiés, d'immigrants, mais avant tout des peuples premiers australiens. L'absence flagrante de ces derniers sur la terre rouge dont ils sont les gardiens rend leur présence dans les interstices du texte d'autant plus palpable, leurs cris dans ces intervalles silencieux, encore plus assourdissants. Le roman révèle ainsi l'Australie comme une nation post-colonisante, post-colonizing, pour emprunter la formule d'Eileen Moreton Robinson dans The White Possessive, régie par de nouvelles formes d'impérialisme, sous-tendues par une capitale océane qui s'est étendue dans presque toutes les parties du monde. Cette nation apparaît soumise aux lois d'un centre que l'on peine à situer tellement il a déployé son influence dans le globe, se fondant dans la marge pour mieux la dominer. Bannis dans ce désert australien, les 2 personnages centraux, Yolanda et Verla, tournent le dos à Hardings International et à la société qu'il incarne et font du bush leur centre. Figure de résistance, portant la voix de toutes les individualités écrasées par le nouvel impérialisme capitaliste, elles permettent de lever le voile sur un monde possible, un monde à venir, fait du humus et du maintenant, la Chulusen. Elle décide alors de vivre avec le trouble, stay with the trouble, dans un monde où l'humain composte, je cite Haraway, où l'humain composte avec les autres espèces, invisibles au monde moderne, mais dont les voix rugissent dans ce bush qui semblait d'abord inhabité. Charlotte Wood, dont l'ensemble des romans, à l'exception de Animal People, s'intéresse aux figures féminines, sort The Natural Way of Things en 2015, soit 2 ans avant que le mouvement Me Too commence à prendre de l'ampleur, après que plusieurs actrices hollywoodiennes ont accusé le producteur Harvey Weinstein d'agression sexuelle. Dans ce roman, elle s'interroge sur les raisons qui poussent les hommes à désirer autant qu'à haïr le corps féminin. Sans chercher à offrir de réponse à cette question qui occupe la réflexion féministe au moins depuis le XIXe siècle, l'auteur expose cette haine tout au long du roman, forçant la lectrice à s'interroger sur la nature profonde des choses. Dans ce dessin, elle fait intervenir 2 motifs de façon compulsive, l'épilation des poils féminins et la figure maternelle. Lorsque Verla et Yolanda se réveillent pour la première fois dans l'enceinte de la prison, elles se remémorent des moments de leur enfance. Yolanda se souvient de lorsqu'elle était une petite fille et que sa mère travaillait comme esthéticienne,
tandis que son frère, Darren, qui l'a envoyé selon elle dans cet endroit, jouait avec des souris qu'il gardait emprisonnées dans une cage à oiseaux. Cette première représentation du corps féminin et de son épilation amène la lectrice à progressivement se demander ce qui pousse les femmes à pratiquer ce rituel masochiste, si bien ancré pourtant dans le monde occidental, surtout quand 3 des jeunes prisonnières continuent de s'y prêter au fin fond du désert australien lorsqu'elles trouvent par hasard une pince à épiler. Les chercheuses peu nombreuses qui travaillent sur cette question ont mis en évidence que l'épilation des poils corporels féminins, et je cite Marika Tigeman et Susanna Hodgson, est tellement normative dans les cultures occidentales qu'elle est peu sujette à caution. Comme l'expliquent Marika Tigeman et Susanna Hodgson, cette pratique est si bien ancrée dans les cultures occidentales que même le monde de la recherche ne s'y intéresse pas plus avant. Pourtant, il apparaît évident que cette question est loin d'être anodine, surtout lorsque l'on considère à quel point l'épilation est coûteuse et douloureuse. Dans Caucasian Female Body Hair and American Culture, Kristen Hope offre quelques éléments de réponse. D'abord, l'épilation est liée à la notion de féminité, soit encore à la façon d'envisager le monde en termes d'opposés. Kristen Hope avance l'hypothèse que cette pratique doit être liée aux croyances américaines sur le rôle des deux sexes et sur les relations appropriées qu'ils doivent entretenir entre eux. Ainsi, elle explique que pour les Américains, la masculinité est liée à des traits de comportement tels que l'indépendance, l'objectivité et l'agressivité, traits qui sont automatiquement considérés comme non féminins. Elle ajoute que cette manière de penser permet de placer les hommes dans la catégorie adulte et les femmes dans la catégorie adulte non achevée, ce qui facilite leur contrôle social. La figure de la mère de Yolanda épilant les jambes, les aisselles et le maillot des femmes pour que celles-ci paraissent propres, soignées avec une peau qui ressemblerait à celle d'un bébé est très parlante. Ainsi, lorsque Yolanda regarde les figures infantilisées des clientes de sa mère, de squirming babies, elle comprend de façon encore très floue ce que l'avenir lui réserve. Elle comprend que les corps sans poils des clientes de sa mère apparaissent comme le signe tacite de leur soumission et qu'elle est à son tour en train de devenir cette Barbie doll prépubère, hautement sexualisée, que la société a imaginée pour elle. Tigeman et Hodgson expliquent que c'est une équation entièrement artificielle puisque la maturité sexuelle est signalée par la présence et non par l'absence de poils pubiens. Yolanda est destinée à devenir l'instrument des hommes dans un monde dominé par le patriarcat. Et si elle refuse, elle sera considérée comme une femme déviante et devra en payer les conséquences. Moins la société en sait, mieux elle se porte, laisse entendre le roman. Et les devises moralisatrices de Hardings International, que l'on retrouve partout dans l'enceinte de la prison, apparaissent comme un écran parfait pour dissimuler ce qui s'y passe. Elles rassurent une population qui a accepté qu'elle soit envoyée dans cette prison des temps modernes, tout en justifiant les abus qu'on leur fait subir quotidiennement. Sur un des bols dans lesquels Verla mange la minuscule ration qu'on lui accorde chaque jour, elle peut lire « Dignity and respect in a safe and secure environment ». Parce qu'elles ont perturbé le cadre bien ordonné de leur monde, ces 10 jeunes femmes ont été envoyées en marge de la société pour y être punies. Elles ont été sacrifiées sur l'autel du patriarcat que soutiennent la société australienne, soit encore leur famille, ou pour être tout à fait exact, leur mère, qui ont accepté ce cours naturel des choses. Victimes avant leur propre fille du fonctionnement phallocentrique de leur monde, elles ont fermé les yeux sur les abus dont souffre leur sexe depuis des siècles et des siècles. Elles, je cite le roman, ces femelles monstrueuses, elles qui portent l'humanité dans leur ventre, le mystère dont l'être humain est fait, l'abject, au sens où Kristeva emploie cette notion, que l'homme ne saurait voir, je la cite, cet objet chu qui me tire là où le sens s'effondre, qui se trouve à la lisière de l'inexistence et de l'hallucination, d'une réalité qui, si je la reconnais, m'annihile. Autrement dit, l'abject marque cette perte originelle, en éclairant, je la cite à nouveau, ce lieu absolu, car primordial de l'impossible, de l'exclu, du hors-sens. Les poils pubiens qui recouvrent le sexe féminin, liés à cet utérus que l'on ne saurait voir, rappellent ce qui est perçu comme l'intérieur à la fois mystérieux et effrayant auquel ils sont attachés, intérieur sale et impur qui garde le secret de ce que les humains craignent le plus, leur condition de sujet mortel et parlant, contre laquelle toutes leurs épilations et autres technologies du soi restent à jamais impuissantes. On pourrait alors dire qu'à travers la symbolique des poils féminins, le texte met en évidence ce quelque chose qui vient d'un intérieur indescriptible, menaçant le sujet d'un sens innommable qu'il est tenté de découvrir mais qu'il redoute tellement qu'il finit par rejeter pour préserver, du moins le sujet le croit, sa culture.
Si les femmes sont les premières victimes du monde de Hardings International, l'écriture de Charlotte Wood insiste sur le fait que quiconque met en danger la société patriarcale australienne risque d'être sévèrement puni pour ce crime. Si elles se sentent menacées par cet autre si différent et qui pourtant leur ressemble tant, les voix hégémoniques de la nation australienne, portées par une compagnie dont l'internationalité éclaire les rouages d'un monde occidental autoproclamé moderne, lui fera payer le fait de leur avoir rappelé le signe de leur condition humaine. En utilisant l'organisation démocratique de la société qui l'engage, Capitalocène, j'emploie les mots de Haraway, Hardings International sert l'ambition des voix hégémoniques de la majorité d'assimiler cet autre si différent d'elle-même, rappelant ainsi la White Australia Policy, politique d'assimilation pratiquée en Australie jusque dans les années 1970, mais dont on peut dire qu'elle se décline en anamorphose dans les autres nations du monde dit moderne. S'assimiler voudrait alors dire vivre ensemble la meilleure vie possible, penser toutes et tous la même chose pour éliminer les conflits à venir. Or, la mondialisation, telle qu'elle est impliquée dans la position de International à Hardings, qu'elle soit idéologique ou historique, apparaît plus dans le roman de Charlotte Wood comme le moyen parfait que les voix hégémoniques de la majorité ont trouvé pour se donner l'illusion de vivre harmonieusement, imposer une uniformisation de la pensée, s'inventer de nouvelles personas pour ne pas avoir à reconnaître leur identité originelle et se convaincre que tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. En se référant à la philosophie du Canadien Kai Nielsen, je pourrais dire que la mondialisation, telle qu'elle est incarnée par Hardings International, apparaît comme le moyen que les nouvelles formes d'impérialisme ont choisi pour établir la domination mondiale d'un État sur les autres. Elle travaille main dans la main avec le capitalisme, permettant ainsi la transcendance économique et politique des frontières, utilisée comme un instrument de contrôle de l'État dominant sur les autres. Or, le monde n'apparaissant progressivement que comme un seul endroit, ce n'est plus véritablement cet État dominant qui décide, mais bien un capitalisme mondial avec des États impériaux, des États clients, qui appliquent le contrôle du capital au moyen d'une violence supposée légitime, car elle est censée défendre le bien commun. Oubliez ce qu'est l'humain, la multitude d'équivoques, de malentendus sans fin entre le sujet et l'autre, engendrés par cette division originelle, cette faille existentielle, voilà ce que propose la Capitalocène. Se nourrir ou l'Anthropocène, se nourrir constamment d'émissions telles que Faux Max, dans laquelle apparaît le personnage de Joy, s'acheter des boots Chloé hors de prix, comme le fait le personnage d'Isabelle, courir pour s'emparer de petits sacs Phaedra, remplis de cosmétiques hors de prix, comme 8 des jeunes femmes du roman, emprisonnées pendant plus d'1 an par Hardings International, mais prêtes à replonger dans le monde qui les a exclues et abusées, voilà ce que proposent ces nouvelles formes d'impérialisme. Dans cet ordre mondial moderne, on efface, comme l'explique Jean-Luc Nancy, les images et les identités de ce que fut le monde avec ses parties et l'humanité avec ses caractères, pour vivre dans un mensonge, permettant aux voix hégémoniques de la majorité d'oublier le sens de ce qui les rend précisément humaines, leurs différences. Ce mensonge leur fait parler un langage commun, faussement unificateur, mais empêchant leur singularité de s'exprimer. Les individus deviennent alors les jouets d'une pulsion de mort, ils louent le « e pluribus unum » seulement pour que la voix de ce qui les rend humains soit bâillonnée. Ils courent après les sacs de cosmétiques Phaedra pour mourir maquillés. Par conséquent, le roman suggère que toute personne ne correspondant pas aux normes de cette Capitalocène, au patriarcat flamboyant, devrait avoir des raisons de s'inquiéter. À cet égard, les membres d'autres minorités, soit encore les migrants, les réfugiés, mais avant tout les Premières Nations australiennes, apparaissent en filigrane dans le texte à travers les figures des 10 filles et principalement de Verla et Yolanda, alors même que ces dernières semblaient, au premier abord, incarner des femmes blanches. En effet, comment la vision de l'Outback de Charlotte Wood ne pourrait-elle pas faire écho à la condition des réfugiés détenus dans des conditions inhumaines dans les îles éloignées et désertiques que sont Nauru et Manu, dont on n'a pas encore de preuves formelles aujourd'hui de l'arrêt des activités de pénitenciers? Comment ne pas évoquer les peuples premiers d'Australie, traditional owners and ongoing custodians of the land, bien qu'ils ne soient jamais mentionnés dans le roman? Leur absence sur leur terre même résonne d'autant plus fort tout au long du texte, les faisant apparaître à chaque page du livre. Dans Rethinking the Victim, Anne Brewster et Sue Kosue observent que The Natural Way of Things se concentre principalement sur l'impact de la violence patriarcale sur les femmes blanches, bien qu'elle souligne que Yolanda et Verla et toutes les autres filles ne correspondent pas exactement aux normes de la femme blanche selon les critères des voix hégémoniques du monde de Hardings International, représentation woodienne de notre société moderne. Tout d'abord parce que nombre d'entre elles ont des origines d'immigrés,
ou même aborigène. Lydia est une fille maltaise. Joy est surnommée la petite Joy asiatique. Et Yolanda porte un nom slave associé à une apparence, je cite, exotique, qui pourrait être liée à des origines aborigènes, si l'on en croit les clientes de sa mère, qui disent qu'elle a des touches of the tar brush. Ensuite, parce que Yolanda et Verla ne correspondent pas aux normes de la féminité blanche, car elles se seraient comportées de manière inappropriée, c'est-à-dire pas comme les jeunes filles blanches sont supposées se conduire. Enfin, et surtout parce que Verla, qui représente la classe moyenne blanche, se trouve dans une position, je cite Brewster, se trouve dans une position occupée par de nombreuses femmes minoritaires et aborigènes tout au long de l'histoire australienne. Par conséquent, Brewster et Kosue soutiennent que l'acte même d'incarcération de Verla et des autres femmes blanches est dépeint comme scandaleux parce que dénué de sens et cruel. Mais ce scandale rappelle qu'être incarcéré est une expérience ordinaire et normalisée pour tant de réfugiés et de femmes aborigènes en Australie depuis la colonisation. L'écriture de Charlotte Wood place ses lecteurs en grande partie des femmes blanches, si l'on se réfère aux statistiques, dans une position scandaleuse, afin de leur faire prendre conscience que leur système, qu'elles croyaient sûr, non seulement ne les protège pas, mais qu'elles en seront les prochaines victimes. Cette prise de conscience s'accompagne d'un fait encore plus évident. Si c'est une situation scandaleuse pour elles, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les réfugiés et les populations autochtones qui subissent ce traitement depuis des siècles? Sachant ce qui se passe à Nauru et Manu, constatant les conséquences de la colonisation en observant les conditions de vie des peuples premiers australiens aujourd'hui, les lectrices sont amenées à reconnaître les faits et à s'opposer à ce supposé ordre naturel des choses. En décrivant la manière dont les corps de ces 10 jeunes femmes ont été colonisés, non seulement dans l'enceinte de la prison de Hardings International, où elles sont constamment maltraitées, mais aussi dans leur vie antérieure, où elles étaient constamment victimes de discrimination sexuelle et étaient utilisées comme des objets de consommation pour satisfaire le désir d'hommes protégés par un patriarcat tout-puissant, le roman rappelle les conditions des autres minorités. Il nous invite à voir que les intérêts des voix de la majorité blanche mâle australienne sont privilégiés aux dépens de ceux qui n'y adhèrent pas, pour une raison ou une autre, ce qui rappelle à la dite majorité sa véritable couleur, universelle, partagée par tout être humain, le signe de sa condition. En outre, le fait que l'histoire se déroule dans un complexe perdu au milieu de l'outback australien soutient indéniablement la présence dans les interstices des peuples premiers et contribue à dénoncer le fait que la société australienne continue de prétendre que tout va au mieux alors que les Premières Nations australiennes luttent aujourd'hui pour l'égalité. Dans ce sens, le roman soutient les voix de nombreux artistes et penseurs aborigènes qui réfutent l'affirmation selon laquelle l'Australie est désormais post-coloniale et dénonce les nouvelles formes d'impérialisme et leurs conséquences sur les peuples premiers australiens. À la fin de l'histoire, lorsque Perry, l'un des employés de Hardings International, vient chercher les 10 détenues, seules 2 d'entre elles décident de ne pas suivre le représentant de l'institution qui les a conduites de force dans cette prison un an auparavant. Yolanda et Verla. Sur un groupe composé de 10 jeunes femmes, elles semblent être les seules à avoir pris la mesure de leur emprisonnement et à décider de ne pas accepter l'ordre naturel des choses imposé par Hardings International. Elles décident de suivre un chemin différent, le chemin de la Chulucine, par opposition à celui de la Capitalocène, tel que ces notions sont utilisées par Donna J. Haraway. Selon cette philosophe, la Chulucène fait référence à l'humus, la terre, à laquelle tous les êtres vivants, humains et non humains, sont connectés, et le maintenant, plein d'héritage, de souvenirs. Pour J.J. Haraway, la possibilité de la Chulucène, à laquelle elle associe la notion de « stay with the trouble », vivre avec le trouble, c'est-à-dire devenir capables les uns avec les autres, pourrait être la seule chance de s'écarter de la société autodestructive que l'anthropos a, je cite Haraway, relationnellement fait, et de mettre fin aux forces exterminatrices des dernières créations de l'anthropos, le capitalisme, l'impérialisme, le néolibéralisme, la société moderne, tous participant à l'édifice de cette capitalocène. Il importe ici de souligner avec insistance que Haraway explique bien que blâmer le capitalisme, l'impérialisme, le néolibéralisme, la modernisation ou d'autres, pas nous, pour la destruction en cours, ne fonctionnera pas non plus. Comme l'affirme Donna J. Haraway dans son avant-dernier ouvrage, la capitalocène a été créée de manière relationnelle et non par un anthropos séculaire et divin, une loi de l'histoire, la machine elle-même ou un démon appelé modernité. C'est pourquoi elle soutient que la capitalocène doit être relationnellement défaite afin de composer quelque chose de plus vivable. L'estompement progressif de la frontière séparant leurs voies respectives symbolise peut-être le mieux le moment où Yolanda et Verla commencent à devenir capables l'une avec l'autre. Dès le premier tiers du roman, leurs 2 voix commencent à s'entremêler, puis peu à peu à fusionner
de sorte que le lecteur ne sait pas exactement laquelle des deux parle. Connectée à l'Outback, terre ancestrale de l'Australie et miroir de l'absurdité cruelle du monde moderne, elle commence à partager un récit commun, exprimant la vérité simple de la Terre rouge. De même, la transformation animale de Yolanda Evola marque leur sécession de la société qui les a envoyés dans ce bush hostile pour les punir. Si les employés de Hardings International les traitent comme des animaux afin de leur faire comprendre leur position inférieure dans l'échelle sociale de la capitale Océane, leur abandon forcé du statut d'humain les aide à se reconnecter à leur jeu de créature. C'est ma conclusion. Comme le texte le met en lumière, lorsqu'il atteint son climax, au moment où 8 des jeunes femmes qui ont été abusées pendant plus d'1 an courent vers Perry pour s'emparer de petits sacs blancs immaculés remplis de cosmétiques, nous sommes tous Harding International. Nous sommes ceux et celles qui ferment les yeux, autorisant la perpétuation de ce mode de fonctionnement supposé naturel, où les femmes sont constamment abusées, les réfugiés parqués de manière inhumaine dans des centres de détention quand ils ne meurent pas dans les océans, les peuples premiers australiens contraints de se conformer aux règles de la capitale océane, tandis que celle-ci se félicite de la direction post-coloniale qu'elle a prise. En plaçant les lecteurs dans la position scandaleuse de ces 10 jeunes femmes, si ce n'est des peuples premiers, dont la présence est constamment évoquée par la terre ocre dans laquelle vivent les détenus, The Natural Way of Things amène les premiers à affronter des questions que la société, avec ses émissions de télé-réalité, ses réseaux sociaux, ses influenceurs, rend si facile à éviter, ce que nous sommes profondément. Dépeint dans cette fiction de 2015 comme mu par la peur de l'autre, soit encore par l'abjection reflétée sur ce visage étranger, l'individu moderne apparaît comme ne cherchant même plus à résister à l'immense attrait d'être dirigé, mais préfère se voir raconter des fictions rassurantes, passées pour réelles. Croyant détenir un pouvoir illusoire sur sa vie, il traverse l'existence, en somnambule, les yeux grands fermés, un aveugle guidé par d'autres aveugles. Comme cette fiction récompensée par le Stellar Prize ne cesse de le répéter, l'ordre naturel des choses n'est en rien naturel. Les rituels masochistes féminins ou de non-vieillissement de la société ne sont pas naturels. La position d'inférieure donnée aux femmes à tous les âges et la longue histoire de violences sexistes dont elles sont encore aujourd'hui les victimes n'est pas naturelle. La vision phallocentrique du monde portée par la société moderne qui a engendré suffisamment de destruction et de meurtres de culture n'est pas naturelle. Le roman de Charlotte Wood ne saurait être plus clair. C'est le monde créé par l'homme des Hardings International qui est sale. Certainement pas ses victimes, certainement pas les 10 jeunes femmes dans The Natural Way of Things. Merci.